Oui, bonjour les amis, bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le cours d'électrostatique. Dans une vidéo précédente, on avait abordé les phénomènes d'électrisation. Alors aujourd'hui, on va travailler sur la force électrostatique, c'est-à-dire l'intensité de la force électrostatique exercée par une charge ou plusieurs charges sur une troisième charge. Alors, à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à nous faire parvenir de vos questions, vos commentaires, mais aussi n'hésitez pas à nous faire plaisir en mettant un like, en partageant et en vous abonnant. Alors, force électrostatique. En général, la matière est neutre, mais elle peut être électrisée. Donc, si je prends un corps neutre, eh bien, je peux l'électriser de deux manières. Alors, soit je lui fais gagner des électrons, soit je lui fais perdre des électrons. Donc, si je lui fais gagner des électrons, il y aura un surplus d'électrons parce qu'il était initialement neutre. Ça veut dire autant de charges positives que de charges négatives. En rajoutant des électrons, donc il y a un excès d'électrons et le corps devient, bien sûr, chargé négativement. Si maintenant, je lui fais perdre, j'arrache des électrons, eh bien, ça veut dire que j'ai bousculé l'équilibre électrique et il va y avoir plus de charges positives que de charges négatives et donc le corps va devenir chargé positivement. Alors, dans la suite, dans toute la suite, généralement, on travaille avec la notion de charge ponctuelle au lieu d'électrons. Donc, on va définir ce que c'est une charge ponctuelle. Eh bien, il s'agit d'une particule chargée de dimensions très négligeables par rapport aux distances d'interaction qui peut exister entre d'autres particules. Alors, on a vu que l'électrostatique traite des charges électriques immobiles et aujourd'hui, on va travailler sur les forces que les charges exercent entre elles. Autrement dit, on va travailler sur les forces d'interaction entre ces charges-là. Pour faire, eh bien, on va considérer dans un premier temps deux charges ponctuelles au repos, c'est-à-dire immobiles, Q1 situant M1, Q2 situant M2. Alors, ces charges, ils vont soit se repousser, soit s'attirer mutuellement. Ça dépend de la nature de leur charge. Si Q1 et Q2 sont de même signe, plus, plus, ou bien moins, moins, eh bien, ils vont se repousser. Voilà, par exemple, plus, plus, eh bien, il va y avoir des forces qui s'exercent vers l'extérieur. Maintenant, si Q1 et Q2 de signes opposés, il va y avoir le phénomène d'attraction. Ça veut dire que eh bien, cette charge va attirer, celle-là va attirer celle-là et celle-là va attirer celle-là, comme l'indique le schéma suivant. Donc, pour résumer, les deux charges de même signe, répulsion. Les deux charges de signe opposé, il y aura le phénomène d'attraction. Alors, pour modéliser ces forces-là, eh bien, la loi de Coulomb, ou bien Coulomb, a exprimé la force qui existe entre les deux charges qui sont à la distance D. Voilà, une charge, première charge, une deuxième, ils sont à une distance D. Et bien, Coulomb a modélisé cette interaction et il a donné la force d'interaction sous cette forme-là. Il a montré que la force exercée par la première charge sur la deuxième, ou bien inversement, elle est proportionnelle à une constante qu'on appelle la constante de Coulomb, à la valeur de la première charge, à la valeur de la deuxième charge, et inversement proportionnelle à la distance qui les sépare. C'est-à-dire F1 exercé par 1 sur 2C, K fois Q1, Q2 sur D carré. Dirigé suivant le vecteur unitaire U12. La force F12 est exprimée en newton. La constante de Coulomb, elle est définie par cette expression-là. Généralement, quand on fait que des calculs, eh bien, on utilise l'expression 1 sur 4 pi epsilon 0. Si on a besoin d'un calcul numérique, eh bien, on va la remplacer par 9 fois 10 à la puissance 9. Système international. Epsilon 0, c'est la permittivité des vides, parce que tout ce qu'on est en train de dire comme expression des forces
entre les charges, c'est dans le vide. Q1, Q2 sont les charges électriques en coulombs dès la distance entre les deux charges. Donc voilà F1 sur 2. La même chose F2 sur 1. Donc il n'y a que le vecteur unitaire qui change. Voilà. Et ça c'est le cas d'une charge sur une autre. Si maintenant on prend le cas de deux charges Q1 et Q2 qui agissent sur une troisième Q, eh bien le principe est le même. Donc cette force elle est dirigée par la direction qui passe par les deux charges. Voilà, la même chose pour Q1 que pour Q2. G, il a le sens du vecteur unitaire indiqué, U1, U2, et puis le résultat, la force résultante est égale à la somme vectorielle des deux forces F1 et F2. Je répète, la somme vectorielle. Voilà F1, voilà F2, et puis voilà la somme. Si maintenant on a plus qu'une charge, 2, 3 ou bien n charges, eh bien la même chose, la nème charge, voilà la direction de la force exercée sur Q, donc elle passe par Qn et par Q, voilà, et puis je trace Fn, et je n'ai qu'à faire la somme vectorielle. Voilà, pour mieux comprendre tout ce qu'on vient de dire, on va passer à une première application. C'est une application que vous connaissez déjà. Il s'agit de faire la comparaison entre la force électrostatique exercée par, je considère, un atome qui a, bien sûr, dans le noyau contient le proton, et un électron qui gravite autour de ce proton-là. Donc, je vais comparer la force d'attraction gravitationnelle entre les deux, puisque l'électron a une masse et le proton a une masse, et ensuite comparer les forces d'interaction électrostatique entre les deux. Alors, donc, la masse de l'électron, elle est définie par cette valeur-là, 9,1 10 31 kg. Si je prends la masse du proton, elle est égale à 1,66 10 27. Donc ça veut dire que le proton est plus lourd que l'électron. Ensuite, la charge électrique, la charge de l'électron, elle est définie par cette valeur, elle est négative, 1,6 10 19. La charge du proton, elle est la même, mais de signe opposé, c'est-à-dire elle est positive. Alors maintenant, quelle est la force d'interaction gravitationnelle qui existe entre l'électron et le proton? Et bien on sait que la force de gravitation, elle est proportionnelle à la constante de gravitation, à la masse du premier corps, à la masse du deuxième corps, et le tout est inversement proportionnel à la distance au carré qui les sépare là. Voilà. Maintenant, la force d'interaction électrique, dans le vide bien sûr, elle est définie par la loi de Coulomb, donc elle est proportionnelle à la constante de Coulomb, à la charge, puisque les deux ils portent une charge E, l'une positive, l'autre négative, donc c'est c'est le module qui nous intéresse ici, donc c'est E par E, c'est E carré, et inversement proportionnel à la distance au carré. Voilà le rapport de ces forces-là, électriques par la force de gravitation, donc ça fait KE sur D carré divisé par GMEMP carré. Alors, il y aura simplification par la distance, en remplaçant numériquement les constantes par leur valeur, et bien je vais obtenir cette valeur-là qui est très 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 élevée. Ça veut dire que la force de gravitation par rapport à la force électrique, c'est comme si elle est pratiquement égale à 0. Donc l'interaction gravitationnelle est complètement négligeable devant celle électrostatique. Elle est très 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 forte entre l'électron et le proton. Alors maintenant on va passer à une deuxième application dans laquelle on va chercher l'effet ou bien la force exercée par deux charges sur une troisième. Pour cela, on considère deux charges ponctuelles identiques. Q plus Q égale à 2 microcoulombs. Voilà, plus Q là et là, en A et en B. Disposés en A et B, suivant l'axe OY à une distance A de 30 cm du centre O. Voilà, plus Q en A, plus Q en B,
ils sont disposés sur l'axe des Y et ils sont distantes de 30 cm de A, ici A et ici A, de 30 cm par rapport au centre O. Alors, OM, on considère que OM égale X. Et c'est en M qu'on dispose la charge plus Q. Eh bien, on nous demande de déterminer en fonction de X l'intensité et la direction de la résultante F des forces électrostatiques agissant sur Q. Donc, alors, j'ai Q qui va agir sur M, sur Q plus Q placé en M, G plus Q qui va agir A plus grand Q en M, et on va déterminer la force résultante. Donc, pour cela, on va détailler le problème. Donc, je considère, premièrement, petit a, la charge Q placée en A qui exerce sur la charge Q la force suivante. Voilà Q en A. Il exerce sur Q une force qui est portée par cette direction. Voilà. Comme ils sont de même signe, ça veut dire que cette charge est répulsive. Donc, F égale à quoi? Eh bien, est égal à la constante de Coulomb, la charge Q et la charge grand Q, la distance au carré, la force est dirigée par le vecteur unitaire UA. Voilà UA. Il est là. Donc, voilà la force exercée par la première charge sur Q. Maintenant, on va faire la même chose. Cette force, elle est répulsive car les charges sont des mêmes signes. Maintenant, on va faire la même chose pour la charge Q placée en B. Voilà la charge plus Q placée en B. Il fait la même chose, mais selon cette direction-là. Voilà. Il est dirigé, il est suivant cette direction-là, et son sens est donné par le vecteur unitaire UB. La distance est RB. Eh bien, c'est simple. FB est égal à cette expression. Là, R1, R1, cette distance-là, de là à là, R1, on l'a appelé, c'est AM, on l'a appelé R1. Voilà. Et UA, c'est le vecteur unitaire. Voilà. Il est défini par le vecteur AM divisé par son module. Donc, c'est un vecteur unitaire. La même chose pour FB. La distance de là à là, c'est BM. On va l'appeler RB. Et puis, UB, c'est quoi? C'est un vecteur unitaire défini par le vecteur divisé par son module. Cette force est répulsive car les deux charges sont de même signe. On applique le principe de superposition, c'est-à-dire il y a plusieurs actions qui s'exercent sur Q, première action, deuxième action, donc le résultat c'est la superposition des deux états. Donc F égale à quoi? Il est égal à l'effet des deux charges, c'est-à-dire la première force plus la deuxième, là, est égal à et avec comme direction EA plus UB. C'est-à-dire, vous avez le UA là, le UB là, et le vecteur résultat, il va être dirigé suivant. Le système étant symétrique, de point de vue distance, les mêmes charges, les mêmes distances, donc le résultat va être porté automatiquement par l'axe des X. Pour mieux comprendre ça, voilà les modules des forces, FA égale, FB égale, et comme RB, RA égale RB, puis les autres quantités sont égales, donc RA égale RB, on va l'appeler R, ça veut dire que FA est égal à FB. Donc, voilà la disposition géométrique de nos forces, la charge Q, plus Q moins en A et B, celle-là, elle crée FA, celle-là, elle crée FB, voilà, et donc la distance R, A et A. Maintenant, il va falloir faire l'addition, ou bien la somme vectorielle de FA et de FB. Pour cela, on est amené à faire la décomposition de FA suivant l'axe des X et Y, et FB suivant l'axe des X et Y. Comme le système est symétrique là, GA et la GA, voilà, ça veut dire que j'ai la même distance R et R, donc l'angle entre l'axe des X et la force B est le même, voilà, là il est positif, là il est négatif, mais ça fait état là et état là, voilà. Donc quand je vais faire, il va falloir faire la projection de FB et de FA. Qu'est-ce qu'on a? FA est égal à quoi?
c'est-à-dire FA, il est décomposable en FA cosinus θ suivant I, c'est-à-dire suivant X, et moins FA sinus θ suivant J. Voilà. Maintenant, FB, il est décomposable en FB cos θ suivant I, et plus FB sinus θ suivant J. Et après ça, eh bien, il va falloir faire le bilan, additionner les composantes suivant X de A et B, de FA et FB, et additionner les composantes suivant Y de FA et FB. Donc, suivant X, les composantes suivant X de A plus la composante de B suivant X est égal à, eh bien, suivant X, donc ça veut dire c'est FA cos θ plus FB cos θ, suivant I. Maintenant, suivant Y, eh bien, j'ai FB sinus θ et moins FB sinus θ. Voilà. Et comme on a dit les modules FA et FB sont égaux, donc ça veut dire que ces deux composantes s'annulent. Voilà, comme le montre la relation suivante. F suivant Y égale à la composante de Y due à A, la composante de FB suivant Y, et le résultat, ça fait 0. Donc, vectoriellement, F égale FA plus FB, le résultat, ce n'est qu'une composante suivant X. Voilà. F égale FA plus FB. Ça, tout ça, ça donne une seule composante suivant X. Il est là. Voilà. FA suivant X et FB suivant X. Les deux quantités sont égales. Donc Fx égale à 2 fois cette quantité. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit chercher? Ben, on doit chercher cos θ et R carré. Alors, sachant que R carré, voilà R. Donc, R carré est égal à quoi? Eh bien, est égal à A carré plus X carré. Parce qu'ici, j'ai un angle droit. Théorème de Pythagore. Et dans ce cas-là, R est égal à quoi? Eh bien, est égal à racine de ce terme-là. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour cosinus θ? Eh bien, voilà θ. Donc, voilà θ. Cosinus θ égale à quoi? C'est égal à côté adjacent sur hypoténuse, c'est-à-dire c'est x sur r. Donc cosinus θ égale à x sur r, et comme r égale à ce terme-là, donc cos θ est égal à x sur racine de a carré plus x carré. Et bien d'où la composante, la force résultante qui est suivant x est égale à ce terme-là. Voilà, je remplace cos θ par x sur r, et maintenant je remplace r carré par ce résultat-là. D'où le résultat final. La composante résultante, elle est suivant x égale à ce terme-là. Et naturellement, la composante suivant y, elle était égale à 0, puisque voilà, les deux composantes s'annulent. Sur ce se termine cet exercice-là, ce cours sur les forces électrostatiques. Et je tiens juste à vous préciser que il y a des vidéos déjà réalisées sur l'électronique analogique numérique, traitement de signal, et bientôt il y aura du nouveau, c'est-à-dire des vidéos sur le contrôle non destructif et l'automatique linéaire. Alors, comme d'habitude, la chaîne vous attend, mais elle attend aussi vos commentaires, vos remarques et vos questions, et aimablement, ça nous ferait plaisir de mettre des likes, de vous abonner et de partager. Sur ce se termine ce travail. Merci.